Bonjour à toutes et à tous pour ce point sur les marchés financiers. Alors, bien évidemment, l'emploi américain, vous le savez, sera publié la semaine prochaine, vendredi prochain. On va faire un point ensemble malgré tout pour voir qu'est-ce qu'on attend vendredi prochain, mais surtout l'objectif, c'est vraiment de voir un peu comment ça se situe au niveau des marchés américains. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir deux aspects. Dans un premier temps, moi, je vais évoquer plutôt les marchés américains et ensuite, mon collègue Nicolas va faire un point sur le marché européen et surtout avec un focus en termes d'analyse technique sur le CAC 40. Vous le savez peut-être si vous êtes positionné sur le CAC 40, tout simplement parce qu'on a déjà une très bonne performance à cet égard au niveau de notre marché américain, notre marché français, excusez-moi. Du côté américain, qu'est-ce qu'on attend pour la semaine prochaine? Le premier point, c'est bien sûr, on a l'emploi américain qui va tomber. On va plutôt être sur une phase de normalisation du marché, puisqu'on avait eu, par exemple, au mois de janvier, à peu près 507 000 créations d'emplois, ce qui est énorme. Alors, bien sûr, ce chiffre peut être révisé, mais la réalité, c'est qu'on était sur un chiffre plutôt anormal. En termes de rythme, on était plutôt autour de 200 000 créations d'emplois. On va normalement revenir vers cette phase de normalisation au mois de février, puisqu'on attend environ 200 000 créations d'emplois. Attention, il faudra regarder d'assez près les révisions pour le mois de janvier, mais la réalité, c'est que dans tous les cas, le marché de l'emploi américain reste très solide. On a bien sûr beaucoup de communication sur certains secteurs d'activité, alors la tech, mais pas seulement. On a aussi le secteur de l'immobilier et de la construction qui annonce beaucoup de réduction d'effectifs, mais au niveau global, quand même, on est sur un marché de l'emploi américain qui se porte très bien, qui n'est donc pas en soi un problème pour la réserve fédérale. En termes de chiffre de l'emploi, on devrait être sur un taux de chômage à 3,5%, c'est le consensus du marché. On est sur une très légère hausse, hein, c'est marginal par rapport au mois de janvier. On était à 3,4%, on reste toujours sur une situation très claire de plein emploi. Quel est le message à passer à cet égard? C'est tout simplement que dans ce contexte-là, en tout cas à court, voire j'oserais dire à moyen terme, l'emploi américain n'est pas vraiment une donnée qui sera à prendre en compte de manière extrêmement importante par la Réserve fédérale dans sa prise de décision monétaire. Donc, indéniablement, qu'est-ce qui va compter pour le mois de mars, et la réunion notamment du mois de mars, c'est toujours cette dynamique d'inflation. Rappel très rapide, on a un ajustement du côté américain concernant les attentes en termes de hausse des taux directeurs. Tout simplement, c'est une répercussion directe des chiffres qu'on a eu cette semaine sur l'inflation en zone euro. On se rend compte finalement que des deux côtés de l'Atlantique, on est sur une inflation qui sera durable et qui va être en tout cas en partie structurelle. Le consensus de marché, en tout cas très largement, hein, il y a assez peu de doutes sur ça, 80-90% s'attendent à une hausse de 25 points de base au mois de mars du côté de la Fed. Ça correspond également à nos attentes, mais point d'attention qui est très important, on commence à voir certaines banques. La première, c'est Nomura, et c'était avant-hier, qui a révisé ses anticipations de hausse de taux directeur par la Fed en mars, les passant de 25 points de base à 50 points de base. Au-delà du débat, est-ce qu'on est sur 25 ou sur 50? Ce qui est important de voir, c'est que du côté de la Fed, mais aussi du côté de la BCE, on va avoir certainement un taux terminal probablement un tout petit peu plus élevé qu'on l'anticipait précédemment. Du côté de la Fed, aujourd'hui, on est peu ou prou à 6% en termes de taux terminal. Du côté de la BCE, on est proche de 4%. Le point d'attention extrêmement important à voir, c'est qu'il est fort probable que ce taux soit ensuite un tout petit peu révisé à la hausse, puisqu'on le voit, une grande partie de l'inflation aujourd'hui est structurelle et reste extrêmement présente. L'autre point à prendre en considération, c'est bien sûr les marchés. On avait dit qu'on allait parler de cet aspect-là. Et lorsqu'on étudie le marché américain, ou d'ailleurs n'importe quel marché action, il y a toujours un grand intérêt à regarder ce qui se passe du côté des flux. Et aujourd'hui, depuis le début d'année, et c'est notamment un élément qui a été très porteur, bien évidemment, pour les actions européennes, Nicolas va y revenir dans quelques instants via, en tout cas, le truchement de l'analyse technique, on a aujourd'hui des flux de capitaux qui sont partant des États-Unis, notamment aussi bien du marché obligataire que du marché action, et qui vont se recycler en grande partie, en tout cas du côté européen. Alors, ces flux se recyclent essentiellement quand même, très objectivement, sur les grandes valeurs. On a eu au tout début d'année un petit faiblissement où on avait eu effectivement des flux qui se recyclaient plutôt sur les small et les mid cap, hein, donc les petites et les moyennes valeurs. On l'avait perçu à la Bourse de Paris, mais ça ne s'est pas confirmé au mois de février et donc on est plutôt
sur un repli vers des entreprises qui sont considérées comme extrêmement liquides, extrêmement rentables et donc plutôt sur ce type de dynamique qui va persister. Le point d'attention, bien sûr, à avoir en considération, c'est est-ce que ces flux vont perdurer du côté États-Unis partant, arriver côté Europe? Alors là, on verra, mais en tout cas, sans vouloir tout dévoiler, on est plutôt sur une bonne dynamique qui persiste du côté européen. Si on regarde du côté des marchés actions américains, alors, ça reste quand même, bien évidemment, assez positif, mais le point qui est d'attention, c'est vraiment qu'on voit que les investisseurs, et notamment les investisseurs institutionnels, sont plutôt à la recherche de rendement hors États-Unis. Ça, c'est logique. Hein. Typiquement, lorsqu'on avait eu fin 2022, on était sur une année boursière noire, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu plutôt des investisseurs internationaux qui ont cherché les marchés refuges. Et dans ce cas-là, c'est le dollar américain, ce sont bien sûr les actions américaines de manière extrêmement massive. Finalement, même si on regarde du côté des gérants, ils savaient que l'année était déjà complètement un échec, donc il y avait assez peu de choses à faire. En revanche, on sait traditionnellement, quand on est dans cette configuration, que le tout début d'année va marquer une recherche d'appétit au risque. Donc, on va aller sortir des valeurs refuges, en tout cas du marché qui est considéré comme une valeur refuge, et on va aller chercher du rendement ailleurs. Et aujourd'hui, en particulier, mais pas uniquement, on a aujourd'hui du rendement côté plutôt zone euro. Le point aussi d'attention à avoir, c'est que malgré tout, lorsqu'on est sur ce type de dynamique de marché, hein, vous voyez, j'accentue beaucoup plus sur les flux parce que de mon point de vue, c'est un élément qui est fondamental, bien plus d'ailleurs que la politique monétaire ou encore le risque géopolitique, puisque je sais qu'on cesse de parler de l'Ukraine à cause de l'anniversaire récent. Et ce qui va compter, c'est vraiment sur les flux, d'avoir cette vision-là, de savoir qu'est-ce qui se passe. Dans un premier temps, la hausse des marchés, elle a été essentiellement portée par les flux du côté institutionnel, c'est notamment les gérants actions. Très nettement, et c'est ce qui explique la forte hausse qu'on a pu connaître au niveau des marchés actions à partir du début d'année, hein, donc le mois de janvier très typiquement. Après, on a eu bien sûr en termes de narratif, donc plutôt d'éléments fondamentaux qui accentuent la hausse, c'est bien sûr la réouverture chinoise, avec des indicateurs qui sont extrêmement bons à cet égard. Et de l'autre côté, on voit à l'instant T, lorsqu'on regarde les données sur les flux, la hausse est un tout petit peu moins portée quand même par les investisseurs institutionnels, notamment par les gérants, et on est beaucoup plus sur une hausse qui va être portée par ce qu'on appelle tout simplement les investisseurs particuliers, donc beaucoup d'entre vous. Alors en règle générale, quand on est sur un marché dans une situation de hausse, on a essentiellement quand même des investisseurs particuliers qui portent la hausse. Alors, ça vaut des deux côtés de l'Atlantique, hein, très clairement. On peut être incité à considérer qu'on va avoir une phase de consolidation. Et indéniablement, chez Saxo, on est plutôt sur ce scénario-là où potentiellement, alors pas à court terme, à moyen terme, on pourra avoir une petite phase de consolidation. Mais encore, j'insiste, on a une vision qui est positive hein, sur les marchés actions, très nettement positive, bien sûr, sur le marché boursier européen et en particulier le CAC 40. Il y a des éléments fondamentaux qui vont dans ce sens-là. Il y a des éléments techniques que Nicolas va évoquer également. Donc, on est quand même toujours dans une situation assez positive. La consolidation qu'on anticipe, alors bien sûr, en termes de timing, c'est toujours assez compliqué de savoir quand ça va survenir. Mais cette consolidation-là, en tout cas, ça peut un peu plus finalement constituer un point d'entrée assez intéressant pour les investisseurs qui avaient raté la première phase haussière. Et on a quand même, y compris du côté des gérants français, beaucoup qui étaient assez sceptiques en début d'année sur le potentiel de hausse des marchés actions et qui ont été peut-être un peu plus sur l'obligataire, parce que c'est vrai que malgré tout, il y a du rendement intéressant à l'heure actuelle, mais ils commencent aussi à se dire que du côté des actions, il y a peut-être aussi quelque chose à faire. Donc, ce seront plus des points d'entrée qu'autre chose qui devraient se constituer. Un autre élément qui va être important à prendre en considération lorsqu'on parle des marchés actions, alors ça vaut des deux côtés de l'Atlantique, hein, du côté américain aussi bien du côté zone euro, c'est la question des marges. Ça fait à peu près 2 à 3 trimestres consécutifs qu'on ne cesse de dire oui, mais les marges des entreprises, en tout cas côté, elles ne vont cesser de se réduire. Donc, ça va être quand même un élément très dommageable au niveau, bien sûr, des résultats de l'entreprise et derrière cela aussi, tout simplement, de la dynamique boursière. La réalité, c'est qu'on constate, notamment au niveau des enquêtes PMI, les marges des entreprises, elles sont plutôt bien orientées. Alors, bien sûr, malgré tout, comment elles constituent leur marge
marge, il n'y a pas de secret, hein, c'est-à-dire qu'elle répercute la hausse des coûts entrant du côté du consommateur final. Ça, c'est malgré tout extrêmement net, hein, par exemple, du côté des entreprises en Europe. Hein, les derniers PMI qui ont été publiés étaient exemplaires à cet égard. C'est mauvais pour l'inflation, mais en tout cas, c'est plutôt positif du côté des marges. Donc, chez Saxo, on n'est pas malgré tout sur un scénario où on devrait avoir des marges qui vont être sensiblement impactées dans les prochains trimestres. Et notamment, l'enjeu, finalement, aujourd'hui, c'est un peu de savoir quels vont être les résultats du T1 2023 qui seront donc publiés au cours du printemps. De notre côté, on ne pense pas qu'on va avoir un impact sur les marges qui sera global. Le point qui est essentiel, c'est bien sûr, il y a toujours quelques secteurs qui sont un peu plus en difficulté que d'autres, mais si vous regardez globalement, on reste sur des marchés qui sont plutôt bien positionnés. J'ai en tête deux valeurs qui sont bon, pas américaines en l'occurrence, mais qui vous permet effectivement d'avoir un peu de visibilité. C'est notamment Eramet et Accor, qui sont dans des domaines très différents, à un côté Bourse de Paris, et qui ont affiché d'excellents résultats. Donc, en tout cas, sur les grandes valeurs, on a à la fois des bons résultats et on a aussi tout simplement la liquidité, les flux de capitaux qui viennent se recycler sur ces valeurs-là. Donc, c'est intéressant probablement de regarder d'un peu plus près les grandes valeurs, très clairement plutôt côté européen, et ça me permet de faire un peu la transition avec ce que va évoquer Nicolas dans un instant, où effectivement on est plutôt sur ce type de dynamique. On aura un positionnement plutôt, en tout cas du point de vue géographique, Europe et en particulier France, plus que les États-Unis. Bon, il y a l'effet taux de change aussi qui est un peu problématique parce que la visibilité sur l'euro-dollar n'est pas non plus extrêmement grande. On est autour des 1,06 et ça, c'est une donnée à prendre en compte quand on investit en tant qu'investisseur français sur le marché américain. Il faut être très franc sur le Forex, il n'y a pas une visibilité très claire au-delà de 3 mois et même peut-être sur un horizon plus court terme. Donc très très clairement, plutôt un positionnement côté européen où probablement effectivement il y a un intérêt à regarder d'un peu plus près, encore une fois, les grandes valeurs, puisque même si les flux de capitaux, et ce sera mon dernier point, se recyclent du côté États-Unis vers l'Europe, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur les petites et moyennes valeurs, ça reste encore compliqué, notamment celles qui ont des sujets de dette, de refinancement, avec des coûts qui vont être beaucoup plus importants. Et le petit point de rappel, je pense que je le mentionne assez souvent, c'est sur les petites valeurs, on reste à l'écart en tout cas des investissements qui sont des financements qui sont plutôt dilutifs. Hein, c'est tout ce qui est notamment obligations convertibles. L'AMF a notamment mis en garde à cet égard en fin d'année. On le rappelle aussi à cet égard. Parfois, c'est des belles sociétés, mais du point de vue de l'investisseur, ça peut être un tout petit peu compliqué. Donc ça, c'était un peu la piqûre de rappel. Et bien sûr, en tout cas, à garder en tête malgré tout. Donc, pas de grands secrets, plutôt les grandes valeurs liquides côté européen, particulièrement côté français. Et donc, j'en profite pour laisser la parole à Nicolas qui va vous faire un point sur le CAC 40, notamment en termes d'analyse technique, puisque d'après ce qu'il a évoqué avec moi avant qu'on commence, on a un beau positionnement, une belle configuration à l'heure actuelle qui va souligner. Merci encore à tous et on se retrouve bien sûr pour la partie questions-réponses par la suite lorsque Nicolas aura fini. Merci encore. Ouais, merci Christopher. Bonjour à toutes et bonjour à tous, hein. Donc, on se retrouve encore cette semaine pour nos webinaires, hein. Alors, merci effectivement de nous suivre de plus en plus. Alors, on va effectivement faire un point aujourd'hui un peu technique sur le CAC 40, toujours un peu cette dualité entre marché européen, marché américain. Il faut savoir aussi se féliciter quand les marchés européens font mieux. Et c'est effectivement le cas depuis plusieurs mois, en réalité depuis le mois d'octobre. Les marchés européens font mieux. Alors, il y a quelques explications à ça. Par exemple, on a le CAC 40 qui fait plus 13%, alors que le SP 500 du côté américain ne fait que plus 3,5%. Le Nasdaq, lui, fait plus 10%. Donc, on a quand même un indice français, même parmi les indices européens, avec une performance remarquable. Alors, il y a plusieurs points aussi, hein, qui expliquent historiquement pourquoi les Américains performaient davantage, surtout ces 10, 12, 13 dernières années. Notamment, voilà, il faut avouer que l'Europe avait perdu la course, hein, aux valeurs technologiques, hein. Et donc, effectivement, ces dernières années, ça a surtout été soutenu par ça. On a également, pourquoi là, il y a les investisseurs qui reviennent aussi sur le marché européen. Christopher a parlé des flux, effectivement. On a aussi des indices européens qui sont quand même beaucoup mieux diversifiés, hein, que nos amis américains. Par exemple, on a en Europe, je vais prendre le stock 600, hein, qui regroupe les 600 plus grosses capitalisations européennes. On a des super secteurs, on a la santé, de l'immobilier, on a du retail, on a des médias.
Donc effectivement, ça pousse les investisseurs à revenir aussi vers un monde, j'allais dire, plus tangible, hein, moins tout ce qui est, valeurs technologiques. On est plus dans, retour dans le solide, dans les valeurs, voilà, qu'on appelle tangibles, hein. Et effectivement, les investisseurs, voilà, reviennent, en ce sens. Et on a également un marché européen qui est moins cher, hein. Donc pour ceux qui aiment bien les analyses fondamentales, on a, des, PER, un forward PER, donc le PER à 12 mois qui est anticipé, autour des 13, autour de 13 fois, alors que côté SP500, on est plutôt autour des 18 fois. Donc quelques raisons qui expliquent, voilà, ce retour en force des, marchés européens. Et effectivement, on peut penser que, ce, joli mouvement, en tout cas que l'Europe a surperformé les États-Unis pendant encore quelques temps. Du côté alors de notre analyse technique, on va se positionner effectivement sur le CAC 40, hein. Donc pour ceux qui connaissent la plateforme, vous tapez effectivement directement, CAC 40. Alors vous traitez, pour faire l'analyse technique, hein, vous prenez toujours le cash, hein, le cash indice, hein, le cash indice qui se négocie pas, hein. Si vous voulez, négocier, c'est, avec le futur, mais on reviendra dessus juste après, hein, le contrat à terme. Mais là, pour faire l'analyse technique, vous mettez sur le CAC 40, indice cash, hein, indice cash. Et on va pouvoir effectivement commencer l'analyse technique, voir est-ce qu'il y a j'allais dire un pattern intéressant, une situation intéressante, pour nous investisseurs ou traders. Donc, effectivement, l'unité de temps, alors, conseil de mettre une unité de temps, pour faire l'analyse technique, sur du court moyen, à un jour. Un jour, ça reste assez pertinent. Donc effectivement, on va pouvoir commencer notre analyse technique. Donc je vous invite à agrandir, hein, votre écran toujours lorsque vous faites l'analyse technique, et puis, à, commencer à tracer, voilà, les zones de support et les zones de, résistance. Alors pourquoi on avait un mouvement extrêmement intéressant? En fait, on voit que, CAC 40 notamment hier, hein, hier c'était extrêmement intéressant à prendre, mais ça va vous faire comprendre, expliquer, ce qu'on peut faire ensuite. Vous voyez, on était vraiment au bord du gouffre, hein. Quand on dézoome un petit peu, on voit que c'était vraiment la dernière zone de support, qui permettait de, maintenir le marché. C'est clairement le bord du gouffre, hein. En dessous, il n'y avait plus rien. Donc hier matin, par exemple, on pouvait effectivement avoir une certaine, crainte, parce qu'on voit ici là, c'est un gros niveau, hein, support qui tient, plusieurs reprises, qui a tenu effectivement, alors on va vous mettre une petite ellipse, alors qui a tenu, déjà ici, hop, on a tenu ici une fois, on a retenu juste ici. Donc effectivement, hein, plus il y a eu de zones où le marché a tenu, plus on peut estimer que le support est important. Et effectivement, hein, là, celui qui est actuellement, présent, hein, sur lequel on a rebondi hier d'ailleurs de manière assez, assez, assez importante, c'est effectivement, cette zone-là, hein. Parce que d'un point de vue macro, il n'y avait pas tellement, j'allais dire, aussi ce qui tellement d'éléments qui peut expliquer, hein, ce fort rebond. Même du côté, des États-Unis, on a observé le même mouvement. Alors il y a un membre de la Fed qui a été un peu plus, dovish, hein, en émettant l'hypothèse d'une pause dès cet été du côté de la Fed. Il faut savoir que c'est un membre qui est pas votant non plus cette année, mais il y avait plutôt quelques indicateurs, j'allais dire techniques, hein, sur les indices américains, c'était la moyenne de 200 jours. Et ici, sur notre indice français, c'est surtout cette grosse zone de support. Donc, on va continuer à mettre nos moyennes mobiles. On va voir qu'effectivement, les moyennes mobiles long terme viennent toujours soutenir les cours. On est largement en dessous, hein, donc on a toujours cette tendance de fond qui reste extrêmement positive. En haut, la 200, la 100, n'oublie pas, hein, pour les moyennes mobiles, utiliser les moyennes mobiles, voilà, qui sont les plus utilisées, par les investisseurs, hein. Donc on a la 200, on a la 100, on a la 50, mais aussi on a la 21 qui est utilisée, à court terme par les investisseurs. Voilà, donc ici, on voit qu'on est non seulement en dessous de la 200, bien sûr, la 100, mais également de la moyenne mobile, court terme, la 21. On va ajouter le RSI, un RSI qui permet effectivement de constater des zones de surachat,
survente. Là, on voit ici que le potentiel aussi n'est pas complètement épuisé, hein, même si on arrive effectivement sur une zone de surachat, le potentiel n'est pas, au moment où on se parle, épuisé malgré le fort rebond qu'on a observé depuis hier. Mais vous savez, pour ceux qui suivent de temps en temps nos webinaires, le RSI, on essaie surtout de déceler les zones de support et résistance. Et là, ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, on avait une zone de support sur le RSI, un radé qui est juste ici, là. Ouais, pour penser, on peut l'agrandir, hein. Hop, comme ça, là, vous allez le voir, je vais le remettre après. Vous en faites pas. Effectivement, là, on voit qu'on a une zone de support sur le RSI qui est plutôt encourageant, hein. Donc, non seulement, effectivement, on traite au-dessus de nos moyennes mobiles, que ce soit du long terme, court terme. On a tenu notre support ici, un support voilà, qui a plusieurs points de rencontre, donc qui est un support extrêmement extrêmement solide. Donc ça reste encourageant. Alors, on va effectivement regarder un peu dans quelle zone évolue le cours. Alors effectivement, je vais mettre un carré ici. Alors, attendez, je vais essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus clair pour vous. Je vais zoomer comme ça. Voilà, là. Donc, on va mettre le rectangle ici qui va faire office, hein, qui va faire office de zone pour notre analyse. Donc voilà, clairement, ici, on avait un niveau. Voilà. Là, donc je vais vous le remplir pour que ça soit. Voilà. Voilà, donc ici, effectivement, on a nos cours, hein, et on voit qu'on a un très, très gros niveau de support. Typiquement, ça serait là, ça serait sur le bas du rectangle que je viens de tracer. Donc la zone des 7000, des 7125, ça pourrait être effectivement, si on décide de se mettre à l'achat là, ça pourrait être typiquement notre stop loss, hein. Si jamais vous souhaitez voilà, rentrer maintenant pour accompagner le mouvement aussi, on va voir, hein, sur quel instrument on peut intervenir pour accompagner le mouvement haussier. On va le faire notamment avec ce qu'on appelle les futurs, hein, ou les contrats à terme. Donc typiquement, si on va rentrer en position, on va prendre un futur, on va effectivement regarder un peu quelles sont les conditions, mais clairement, 2 stratégies là à adopter. Première stratégie, effectivement, c'est de rentrer donc, à l'achat, prendre un directionnel pur, hein, ce qu'on appelle un delta one. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot, delta one, j'allais dire en comparaison ou en mettre en perspective avec, ce qui se passe sur des options où là, sur les options, c'est pas des produits qu'on appelle delta one. Pourquoi je parle des options? Parce qu'effectivement, on peut être amené à vouloir, dans ce cas de figure, être, acheteur de volatilité. En tout cas, faire un trading de volatilité. Donc un trading de volatilité par rapport à un trading directionnel, c'est que, vous souhaitez pas jouer effectivement le fait que ça va aller dans un sens, par exemple que ça va monter simplement, donc de prendre une direction, mais vous allez jouer uniquement sur le fait que le marché va effectivement décaler soit d'un sens, soit dans l'autre. Vous allez juste jouer sur la volatilité. Donc effectivement, une stratégie serait d'aller avec de l'optionnel, hein. Donc le but, ça serait effectivement de jouer la sortie de ce rectangle, hein. Donc la sortie du rectangle par le haut, ça serait effectivement une bonne nouvelle pour continuer à aller chercher les plus hauts. Et si jamais effectivement il y a ou une mauvaise nouvelle ou un marché qui se retourne, jouer la sortie par le bas. Et effectivement, ça, on pourra le faire avec les options. On ira dans un second temps, je vous montrerai comment mettre en place cette stratégie de volatilité. On a les outils sur la plateforme, hein, notamment les stratégies d'options. Mais là, on va rester sur le directionnel suite à notre analyse technique. Alors, l'idéal, ça aurait été de rentrer hier, hein, bien sûr. Forcément, quand on voit effectivement cette belle bougie, hein, c'est chirurgical. On aurait effectivement préféré rentrer hier. Je vous avoue que hier, en faisant l'analyse technique, hein, pour préparer effectivement ce webinaire. C'était une opportunité que j'aurais préféré vous présenter hier, mais aujourd'hui, au moins, vous pouvez quand même comprendre le mouvement. Donc, si on rentre maintenant avec un contrat à terme, un futur, effectivement, on prend le train un peu en marche. Est-ce que c'est un peu tard? Bah, effectivement, ça peut être un peu tard, j'allais dire, d'un point de vue technique, parce qu'on peut estimer qu'on va prendre juste quelques points ici, vous voyez, pour aller chercher le haut du rectangle et ensuite espérer de nouveaux plus hauts. Bien sûr, on aurait espéré prendre
le train ici en bas autour des 7200 et gagner plus de 130 points. Mais là, effectivement, le mouvement n'est pas complètement épuisé. On l'a vu, hein, sur le RSI, c'est pas complètement épuisé. Et puis, on a quand même cette bonne dynamique. Donc, pour ceux, effectivement, qui veulent partir en Delta One, hein, donc en directionnel pur, vous pouvez intervenir avec les contrats futurs. Alors, il y a, on va dire, deux manières d'intervenir, hein, en directionnel pur. Soit vous y allez avec de l'ETF, l'ETF simple, il n'y a pas d'effet de levier. Soit vous allez avec les contrats à terme, j'allais dire de manière un peu plus professionnelle, hein, contrats à terme, pour vous exposer. Mais il faut savoir que les contrats à terme, c'est des contrats qui sont standardisés par les places boursières et il y a quelques caractéristiques qu'on va regarder tout de suite. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est les contrats à terme? C'est en fait l'indice cash, hein, qu'on actualise des dividendes et des taux jusqu'à une certaine échéance, hein. Il y a des échéances, là, celle-ci, c'est donc l'échéance de mars, donc c'est tous les 3e vendredis du mois à 16 heures l'échéance. Donc en fait, si vous voulez avoir l'exposition au-delà, de la date d'échéance, hein, qui est tous les mois sur le CAC 40, il vous suffit en fait de, clôturer votre position et de réouvrir l'exposition sur le contrat, suivant. Ici dans la barre de recherche, donc vous avez, comme si vous cliquez sur le petit bouton, enfin la petite flèche vers le bas, vous pouvez directement aller sur l'échéance suivante, hein, qui est avril. Alors, faut noter que plus l'échéance est rapprochée, donc plus c'est liquide et donc inversement, hein, plus l'échéance est lointaine, moins c'est liquide. Donc je vous invite à traiter l'échéance active, la plus liquide et puis à clôturer au moment juste un peu avant l'échéance, ça peut être quelques heures avant l'échéance, pour aller sur l'échéance, suivante. Donc, comment ça se présente? Dans les caractéristiques, donc en fait, ça, c'est des contrats qui sont standardisés, hein, par la place boursière. Donc, c'est Euronext qui délivre ces contrats. Ils se traitent avec un dépôt de garantie, hein, donc c'est-à-dire que pour prendre la position, on va s'assurer que vous ayez bien la marge, qu'on appelle la marge ou le dépôt de garantie sur le compte. Donc là, c'est 6 050 euros. Et effectivement, j'allais dire, la partie la plus importante, c'est ce qu'on appelle la taille du contrat. Taille du contrat ici, et la date d'échéance, mais ça on vient d'en parler. Le gros avantage, d'un contrat futur, c'est que ça cote de 8 heures à 22 heures. Alors vous avez même les indices américains, eux, qui vont coter de minuit à 23 heures, donc ils vont faire pratiquement le tour du cadran. Mais là, le CAC 40 futur, traite de 8 heures à 22 heures. Donc c'est un bon moyen d'être exposé à l'indice CAC 40 sans bien sûr avoir à prendre les 40 titres dans son portefeuille. Alors, il réplique bien sûr l'indice cash, hein, actualiser les dividendes et les taux. Et je vous ai dit que l'information la plus importante, c'était cette taille du contrat. Taille du contrat 10 fois l'indice. Ce que ça veut dire 10 fois indice, ça veut dire que vous allez avoir une exposition de 10 fois 7 344, hein, soit à peu près sur une valeur nominale, hein, arrondi là, à 73 450 euros. Ça peut paraître des grosses expositions. Sachez qu'il y a des mini contrats avec des tailles de contrats plus petites. Donc si là, je reste à l'achat, donc je vais en prendre un là au marché tout de suite. Je vais être exposé à 10 euros le point sur le CAC 40. Et ça, c'est important, hein. Comme la taille de contrat, c'est 10 fois l'indice, je vais être exposé à 10 fois, 10 fois l'indice, hein, 10 fois le CAC 40. Donc si le CAC 40 monte de 1 point, je gagne ou je perds 10 €. Je vois une question là en direct, je la prends parce qu'elle est effectivement pertinente. Pourquoi ne pas utiliser un turbo pour jouer? Oui, la turbo aussi, hein, parfait. Vous pouvez également y aller avec des turbos. On a fait quelques webinaires là-dessus. Donc là, je suis rentré sur CAC 40 à l'achat avec un contrat futur. Donc je gagne ou je perds 10 euros du point. Et donc ça, c'est important pour calculer ensuite faire votre risque, votre money management et gérer votre risque, hein. C'est-à-dire que vous avez placé votre stop loss en fonction. Là, on a dit stop loss, il serait plutôt placé autour peut-être des 7000, des 7125. Donc effectivement, après, à la hausse, je vous laisserai peut-être déterminer un take profit. Mais là, effectivement, le but, c'est d'aller chercher des plus hauts sur le CAC 40. Donc ça, si vous souhaitez effectivement accompagner ce mouvement, donc vous pouvez le faire avec les contrats à terme qui sont standardisés avec la place boursière. C'est extrêmement liquide, hein. Il y a un carnet d'ordre, etc. Donc ça, c'est pour faire du directionnel pur. Mais je vous avais aussi dit que là, dans notre configuration, on veut jouer la volatilité. C'est-à-dire qu'on va jouer la sortie de ce rectangle que j'ai tracé. On veut jouer la sortie des cours de ce rectangle. Donc, soit par la baisse, soit à la hausse. Donc, effectivement, on va mettre en place ce qu'on appelle une stratégie
de volatilité et notamment avec les options. Donc, vous vous rendez dans le tableau d'options de la plateforme, hein. Si vous souhaitez jouer cette stratégie de volatilité, ça veut dire que vous dites, moi, je ne sais pas exactement si le titre va monter ou descendre. Moi, je veux effectivement juste que ça bouge. Je veux que le CAC 40 bouge parce que je sens qu'il va se passer plein de choses. Ça peut être le risque géopolitique, ça peut être au niveau de la Fed, ça peut être au niveau de la BCE, de l'inflation, etc. Vous dites, bon, là, on est redescendu sur des niveaux de volatilité qui sont quand même extrêmement bas, hein. On va voir à combien ça traite. On a des niveaux de volatilité là sur le CAC 40 autour des 16%, volatilité implicite, hein, donc la volatilité qui est attendue par les investisseurs, qui est autour de 16-17%, c'est extrêmement bas, hein. C'est extrêmement bas, ces niveaux de volatilité qui sont extrêmement bas, ce qui fait qu'en fait, l'achat d'options est pas cher, hein. Donc, ça peut être justement une bonne stratégie pour mettre en place un achat d'options et j'allais dire même de deux jambes d'options, donc un achat de call, un achat de put pour jouer la sortie ou par le haut de ce rectangle ou par le bas. Donc, vous voulez juste pas que ça stagne, vous voulez que ça bouge et ça, on peut le mettre en place sur la plateforme et en bourse. Donc ici, alors vous voyez, vous allez dans le tableau d'options. Alors pour ceux qui n'ont pas tableau d'options, peut-être vous allez dans les paramètres, puis produits de trading, paramètres, puis produits de trading. Vous activez les options et ceux qui n'ont même pas le compte pour le faire, ce qu'il faut un compte dérivé pour le faire, vous allez dans compte, autres services et vous ouvrez instantanément un compte dérivé. Alors, les stratégies d'options, vous voyez, c'est ici le petit module qui est là. On peut effectivement sélectionner une stratégie. Donc, il y a les stratégies les plus connues ici, hein, peut-être ça peut parler à certains, les butterfly, straddle, strangle. Nous, dans notre cas, ça va être typiquement un straddle. Ça veut dire que on va acheter un call sur les cours actuels et acheter un put sur les cours actuels et on veut que le marché décale de plus que notre prime. Donc là, vous voyez ici, hein, on peut afficher le graphique de risque. Donc là, quand on est à la monnaie, donc au cours actuel, hein, 7350 à peu près, on voit qu'il faut débourser 185 euros. Parce qu'en fait, c'est le prix du call, vous voyez ici, et le prix du put, hein. Donc, regardez, on a effectivement le graphique de risque sur la plateforme Saxo. Donc, en fait, quel est notre risque maximum? C'est 2000 euros. Pourquoi 2000 euros? Parce que c'est nos 200 euros. Mais rappelez-vous, on vous a dit sur les futurs, une taille de contrat standardisée, c'est 10 fois l'indice. Bah, c'est pareil sur les options CAC 40, on est à 10 fois l'indice. Donc 200 effectivement fois la taille du contrat, donc fois 10. Donc on va débourser 2000 euros pour effectivement acheter cette stratégie, donc acheter un call, acheter un put, dans l'espoir effectivement que le marché décale suffisamment d'un sens ou dans l'autre. Donc là, c'est du trading de volatilité. Vous êtes acheteur de volatilité. Et en fait, ouais, donc sur la plateforme Saxo, pour ceux qui ne savaient pas, on peut afficher le graphique de risque. Donc ça veut aussi dire que vous, si vous avez des stratégies en tête, vous pouvez créer vos propres stratégies. Et on voit à partir de quand on commence à rentrer gagnant. Donc si le cours, effectivement, il vaut là, on a un strike à 7350, donc c'est ce qu'on voit actuellement, hein, à peu près un peu moins, là ça a bougé, 7350. On veut, pour être rentable, que le cours décale d'un sens ou de l'autre d'au moins 200 points. C'est pour ça que la rentabilité ici est indiquée. Donc rentabilité de 7150. Donc on commence à être gagnant si le marché tombe de moins 200 points. Et à l'inverse, on commence à être gagnant si le marché monte de moins 250 points. Donc en fait, dans notre schéma ici, on voudrait qu'on commencerait à être rentable si effectivement on est à peu près 7000, donc 250 points plus bas. Non, 200 points plus bas, je vous dis 200 points plus bas, donc autour de 7130, donc à peu près ici. Vous voyez, donc en fait, en plus, ça correspond exactement avec le bas de mon canal, hein. Je vous dis, voilà, si ça casse par le bas le canal, derrière, c'est un gouffre, hein. Derrière, il y a un gouffre. Donc, effectivement, ce support est très solide. Par contre, derrière, si pour X raison, on le casse, hein, nous, effectivement, on est là pour prévoir des risques, hein. Effectivement, on souhaite, notre volonté, c'est qu'on veut que ça monte. Maintenant, effectivement, on fait du trading. J'allais dire, on n'est pas on n'est pas à l'église. Donc, effectivement, là, on veut se protéger ou uniquement jouer cette possibilité. Donc, vous voyez, 200 points plus bas, donc en fait 200 points c'est mon premium, hein, ma prime, 200 points plus bas, on arrive pile, hein, pile sur le bas de mon rectangle. C'est-à-dire qu'à partir de là, je vais être gagnant et exposé à 10 euros du point. En réalité, vrai objectif où je souhaiterais que le marché vienne
vient de s'appuyer, en réalité, ça serait autour des 6 008 qui correspondrait en fait correspondrait, voilà, à ce niveau ici. Là, je vais vous le mettre en couleur. Je vais vous mettre en couleur, voilà, je vais grossir un peu le trait. Voilà, donc là, mon objectif en réalité, si jamais on casse effectivement ce gros support, derrière c'est vraiment le gouffre, c'est le plongeon et mon objectif serait d'aller chercher les 6 800. Donc là, je vais le mettre pour être précis, les 6 800. 6 800. Ce qui ferait qu'en fait, hein, entre les 7 000, on va dire les 7 130 du bas de mon rectangle qui est là, hein, là on est à peu près à 7 130, 7 130 et mon objectif, hein, mon support ici, il y a un 330 points, donc 330 points fois 10, donc mon gain serait de 3 300 € si le marché viendrait se positionner ici. Et à l'inverse, hein, si le marché effectivement continue de monter, ça effectivement serait une bonne nouvelle, hein, serait une bonne nouvelle aussi. Si on irait de plus haut en plus haut, l'objectif effectivement, on aura notre call, hein. D'ailleurs, on va prendre la position dans le tableau de son, on va prendre ensemble, on va regarder. Donc la stratégie, je vous avais dit, on fait un straddle, donc un call, j'achète un call, donc j'achète le droit d'acheter à 7 350. Donc si ça va au-dessus, effectivement, c'est une bonne nouvelle, mais il faut qu'il décale suffisamment du montant que j'ai payé, hein. Donc là, on va mettre 200 € et pareil à la baisse. Donc on va acheter la stratégie. Voilà, on va à la stratégie, on a été exécuté, hein, on a été exécuté parce que j'ai donné un prix, effectivement, un prix à limite qui était assez agressif. Donc là, j'ai été exécuté, hein. Donc voilà, on a déboursé un peu moins de 200 €. Donc maintenant, mon but, c'est que le marché, donc j'ai payé à peu près 2 000 €, un peu moins, hein, 97 plus 91, n'oubliez pas, fois 10, hein, fois 10, donc effectivement 188. Donc j'ai dépensé 1800, près 1880 €. Donc effectivement, j'attends à ce que le marché décale de moins 180 points. D'où mes objectifs, hein, d'où mes objectifs. Donc qu'il ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc en fait, je joue une sortie de rectangle que j'ai tracé suite à l'analyse technique. Ça, c'est du trading de volatilité pure. Sinon, effectivement, il y a le directionnel qu'on a pris avec les contrats à terme. Ah, donc je vous invite à regarder, hein, ce genre de trading, surtout en ce moment. Là, on est acheteur, mais vous pouvez aussi être vendeur de la stratégie. Là, vous vendez la volatilité. C'est plus risqué parce que vous avez un risque qui est complètement ouvert, hein. Si le marché dégringole, vous, votre perte, ça va être la différence. Alors que là, ça va être un gain et puis vous avez au moins, vous avez effectivement, vous payez votre prime et pas plus, hein, et pas plus, hein. Vous voyez, c'est le risque maximum, hein. Si je vous remets ici, si je remets ici, et j'affiche le graphique de risque. Vous voyez mon risque maximum, c'est effectivement, hop, on va remettre à 200, c'est effectivement les 2000 €. Donc ça, c'est un trade de volatilité basé sur l'analyse technique. Sinon, effectivement, vous avez les contrats à terme. Mais là, entré à aujourd'hui, j'aurais été plus à l'aise de rentrer hier avec un contrat à terme en directionnel pur. J'aurais pris voilà, presque 200 points. Là, effectivement, on arrive sur le haut. On arrive sur le haut. Donc, effectivement, même si la tendance reste à la hausse, peut-être voilà, je joue avec une autre stratégie qui est une stratégie de volatilité. Donc voilà pour notre analyse technique sur le CAC 40. Est-ce que vous avez des, euh, des questions? Ah, une question sur la date d'échéance. Question sur la date d'échéance sur le contrat à terme. Donc effectivement, hein, l'échéance, là, c'est écrit ici, hein, c'est le 17 mars 2023, donc le troisième vendredi du mois, hein, le troisième vendredi du mois. Et là, effectivement, le contrat va être automatiquement clôturé, si vous ne le faites pas vous-même, automatiquement clôturé à 16 h. À 16 h. Et à 16 h, ça sera basé sur un prix, en fait, ce sera la moyenne arithmétique entre les cours à 16 h, à 15 h 40 jusqu'à 16 h. Donc ça va être le prix, ce qu'on appelle de compensation. Ouais, donc c'est à 16 h le troisième vendredi du mois, si jamais vous ne clôturez pas vous-même. Alors, Christophe, je ne sais pas si tu veux ajouter peut-être quelque chose. Je vais Oui. effectivement
Hop, je vais vous partager effectivement ce QR code si vous avez aimé le webinaire, si vous souhaitez, si vous avez des idées peut-être de titres à analyser, Mhm. d'indices, de sujets que vous voulez qu'on aborde, voilà, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et puis, et puis, même dans tous les cas, comme à chaque fois, vous pouvez toujours appeler notre service client si vous avez des questions, ça peut être concernant le webinaire ou tout autre Autre sujet. élément. Je pense qu'on peut clôturer, comme je ne vois pas qu'il y ait d'autres questions. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci évidemment, bien sûr, à Nicolas pour ces informations extrêmement importantes et je pense qui ont été enrichissantes. On se retrouve très prochainement. Vous pouvez venir sur notre site Saxo Bank pour voir le détail des prochains webinaires. On va bientôt le mettre à jour, donc n'hésitez pas à venir. Et comme vous l'a mentionné avec justesse Nicolas, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir évoqués, c'est le bon moment. En tout cas, n'hésitez pas à nous les transmettre. Merci encore à toutes et à tous. Merci Nicolas. Merci et bonne journée. Bonne journée. Au revoir.